Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette émission de télévision sur la présentation du guide architectural qui a été préparé en collaboration avec le comité de Rallance. Et pour débuter, j'aimerais un peu présenter le comité de Rallance. Ce comité-là a été formé en 90 avec trois buts principaux, dont un était de préparer un plan stratégique de développement pour la ville de Témiscamingue. Ce qui est en marche et qui devrait être complété bientôt. On a déjà eu la présentation d'un rapport préliminaire et le tout devrait être complété bientôt. Une autre démarche qu'on a fait était la préparation de tous les travaux nécessaires pour l'implantation du parc industriel. Ça s'est réalisé l'an passé et comme on sait, présentement un bâtiment qui est installé dans notre parc industriel et les plans sont faits pour des futurs développements dans le parc industriel. Le troisième volet était le guide architectural. C'est un objectif que le comité s'était fixé dans le souci de préserver le patrimoine. Le comité de relance est composé de membres qui représentent plusieurs secteurs de la communauté. On a Suzy Meunier qui représente Tembec, Daniel Cloutier qui représente l'éducation et la formation, M. Gérard Héroux, municipalité de Kipawa, Pierre Gingras, représentant des citoyens, Denis Bisson, représentant des commerçants et gens d'affaires, Mme Lucille Jolette, qui représente l'Office du tourisme, Pierre Godette, qui siège au comité technique, de même que Robert Sauvé et Chantal Carrier de l'OPDQ. Le comité de relance a été formé pour satisfaire certains besoins de relance dans la communauté au niveau du développement industriel, du développement touristique et aussi du développement du patrimoine. Et c'est ce qui nous amène à présenter ce soir cette réalisation qu'est le guide architectural. Et j'aimerais demander à Suzy Meunier qu'est-ce qui a incité la municipalité et le comité de relance à accorder une telle importance à la conservation du patrimoine architectural. OK. Alors, qu'est-ce qui a incité la Ville à considérer ça? C'est que finalement, c'est que les éléments patrimoniaux qu'on a encore, qui demeurent encore dans la Ville, ils sont peut-être quelque peu défraîchis, mais c'est encore beau. Et puis, ça va être important de les conserver parce que finalement, ça fait partie de notre passé. Ça démontre aussi l'évolution qu'on a eue durant toutes les années, à partir du moment où la compagnie a créé cette ville-là et jusqu'où on est rendu aujourd'hui. Et puis, juste en nommer quelques-uns, bien, on a la gare, et puis on a l'édifice du Club de l'âge d'or, on a le complexe hydroélectrique, on a aussi des îlots de maisons de compagnie. En fin de compte, c'est que le patrimoine, je pense, c'est important de le conserver. Et puis, mais le conserver de façon à lui donner aussi une valeur ajoutée. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser les bâtiments-là sans rien faire avec. Il faut les intégrer, par exemple, dans un circuit touristique. D'ailleurs, ça serait intéressant de développer la ville au niveau touristique, d'avoir un nouvel apport économique de ce côté-là. Et puis, faire en sorte que les bâtiments qu'on a identifiés aient une bonne valeur ajoutée. On peut en faire un restaurant, on peut en faire une salle d'exposition, etc. Un autre élément aussi qui peut être intéressant, c'est que il y a de plus en plus de municipalités qui visent vers la conservation du patrimoine pour offrir une bonne qualité de vie à ses citoyens, soit là, pour faire en sorte d'attirer de nouvelles industries, d'attirer de nouveaux citoyens. On mise sur une qualité de vie, donc la conservation du patrimoine. Et puis, lorsque c'est bien fait, lorsque c'est bien aménagé, ça ne coûte pas nécessairement plus cher. Il s'agit d'avoir des bonnes idées. Il s'agit aussi de s'entendre entre voisins pour en arriver à faire un ensemble, un tout cohérent. Et puis, c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que la compagnie Tembec a implanté ses condominiums. On a essayé de garder certains éléments clés qu'on peut retrouver dans d'autres rues de Témiscamingue, comme les toits en pente ou les pignons, etc. Et puis, alors, ce qui fait que finalement, l'orientation de la ville, c'est vraiment de faire des bâtiments trouvant là, des façons de faire là, qui ressemblent à d'autres maisons. Et puis là-dessus, bien, je peux peut-être laisser la parole à Pierre Gingras qui pourrait nous parler d'où est venue notre idée de faire un guide architectural, parce qu'on aurait pu faire autre chose, une réglementation ou autre, mais nous, on a plutôt opté pour un guide architectural. Bon, l'idée de réaliser un guide architectural vient d'abord du fait qu'il y a des gens en ville qui désiraient
rénover leur vieille demeure, soit les maisons de compagnie qu'on appelle. Puis étant donné que la ville ne possédait aucune réglementation et aucun guide pour aider ces gens-là à faire une rénovation, tout en tenant compte de l'aspect architectural, patrimonial de leur maison, on ne veut pas non plus imposer aux gens une façon de faire, mais plutôt les aider en leur fournissant un guide qu'ils pourront consulter à l'hôtel de ville en aucun temps. On a donc confié le mandat d'un guide architectural à la firme Sauteur, à un consultant, M. Gérard Baudet, qui est ici présent ce soir pour nous en parler. M. Baudet. Merci, M. Gingras. Tout d'abord, peut-être une petite mise en situation rapide. Il faut rappeler que la ville de Témiscamingue et son patrimoine en particulier ont déjà été l'objet d'une étude qui avait été faite par M. Riopel sur l'histoire de la municipalité et qui avait permis de détecter qu'on avait à Témiscamingue un patrimoine relativement riche et particulièrement intéressant, notamment dans son processus de mise en place. C'est vraiment une ville de compagnie. Les intentions de la compagnie à l'époque, la Riordan, au moment de son installation, étaient réellement de faire une ville nouvelle dans un territoire qui était particulièrement isolé du reste des autres milieux développés de la région. Donc, il y avait une intention très ferme de faire une ville un peu modèle. Il y avait également une autre étape qui avait été franchie au moment où j'avais eu l'occasion de faire une brève présentation sur diapositive de ce qu'était le patrimoine, de sa richesse, de ses qualités, parce que c'est quand même une architecture, un environnement qui est de qualité. Et j'avais eu l'occasion de faire une brève présentation ici même à l'Hôtel de Ville. Suite à ça, il y a le projet de l'étude qui a été élaboré. Et je vais vous en résumer très brièvement les grands éléments de contenu. Tout d'abord, en mentionnant quels sont les documents qui sont présentés. Il y a tout d'abord le rapport d'étude comme tel, qui est un document qui fait état un peu de l'historique du lieu, de son mode de développement, de l'implication de la Riordan dans la mise en place d'une ville nouvelle, et ensuite qui aborde la question de la problématique patrimoniale, c'est-à-dire dans quel état nous est parvenu ce cadre architectural-là et paysager également, pour ensuite traiter de la question des recommandations et des suggestions qui sont faites, pour voir quelles sont les avenues qu'on devrait privilégier pour favoriser une mise en valeur de ce patrimoine-là. L'autre document complémentaire, c'est un recueil de 30 fiches signalétiques qui portent sur autant de bâtiments ou d'ensembles architecturaux. Lequel document, et j'y reviendrai tout à l'heure en présentant 2 ou 3 fiches de manière un petit peu plus détaillée, vise essentiellement à caractériser le bâtiment et ensuite à faire quelques suggestions et quelques recommandations sur la mise en valeur qui devrait être privilégiée dans le code de bâtiment en particulier. Pour faciliter maintenant la tâche des intervenants, notamment des gens de la municipalité, dans les relations avec les citoyens, pour mieux aborder la question du patrimoine, on a également fourni à la municipalité toute une série de guides techniques qui sont déjà disponibles sur le marché, qui ont été produits dans certains cas par des municipalités ou des organismes qui s'intéressent au patrimoine. On pense entre autres à 15 guides élaborés par la Ville de Québec, autant sur des intérieurs que des extérieurs de bâtiments. 4 documents préparés par la Fondation Héritage Montréal qui traitent respectivement des toitures, de la maçonnerie, des fenêtres traditionnelles et des revêtements traditionnels. Un document fraîchement pondu par le ministère des Affaires culturelles qui porte sur les principes et les critères de restauration et d'insertion. Et enfin, un document produit par la Société canadienne d'hypothèques et de logement qui est une espèce de guide sur la façon la plus appropriée de rénover les bâtiments anciens en essayant d'en préserver les principales caractéristiques. Maintenant, pour aborder de manière un peu plus spécifique quelques volets de l'étude, je vais passer au tableau à l'arrière pour faire référence à des documents qui apparaissent dans le rapport d'étude principal. Tout d'abord mentionner que l'étude portait sur une partie seulement du cadre architectural et paysager à caractère patrimonial de la ville. Tout d'abord, il y avait 2 îlots, 2 ensembles de résidences, une qui est dans la partie basse de la ville et une qui est dans la partie haute, et ensuite un certain nombre de bâtiments isolés, dont la centrale hydroélectrique. Le bâtiment relais qui est associé à la production hydroélectrique est situé en contre-haut de la centrale. Le bâtiment de mise en charge, qui est le bâtiment où est la prise d'eau pour l'ensemble des conduites d'amener d'eau. La caserne d'incendie, l'ancien bureau de poste, l'ensemble commercial. Initialement, il n'y avait que la Banque de Montréal, mais on a considéré qu'il fallait mieux traiter de l'ensemble du complexe commercial
qui est polarisé par l'édifice de la Banque de Montréal, et ensuite le bureau administratif de l'Atembec, qui est situé sur le site même du complexe industriel. Après avoir fait une brève référence à l'historique qui avait été déjà élaboré, on a fait une brève analyse urbanistique de ce qu'était le projet urbain mis en place par Larry Orden à l'époque. Et ce qu'on a constaté, on en a ici la représentation en plan qui a été élaborée par un dénommé Adams, un urbaniste qui a œuvré dans une centaine de villes au Canada au début du siècle. C'était un plan très ambitieux, qui était prévu pour une ville qui pouvait atteindre à la limite 10 000 de population et qui comportait tous les services, toutes les infrastructures et tous les équipements pour une ville moderne de cette taille-là. On pense entre autres à l'Église catholique, un couvent, le presbytère, un hôpital, les églises protestantes anglicanes, les hôtels, les motels et un club. Donc l'ensemble des infrastructures, des équipements pour la vie collective, dans des aménagements particulièrement attrayants. On avait notamment un axe très très fort qui était ici, qui était polarisé par le noyau institutionnel, lequel était bordé par des espaces verts de très grande qualité, et un autre axe perpendiculaire auquel on aboutissait par 2 avenues paysagées plantées d'arbres, lequel comportait notamment un square à son extrémité près de l'intersection avec le chemin Kipawa. Donc un projet très ambitieux, un projet grandiose, avec beaucoup de qualité, autant sur le plan architectural que sur le plan du design urbain. Ce qu'il faut noter également, c'est que la compagnie, à l'époque, avait mandaté un bureau d'architectes de Montréal pour produire des plans types de chaque catégorie de résidence qui était prévue sur le terrain. Donc, on avait des catégories de résidence selon qu'on était un cadre supérieur, un ouvrier spécialisé, un manœuvre, et des plans types avaient été produits pour toutes ces unités de logement-là qui devaient être construites par la compagnie et qui devaient être gérées par la suite par la compagnie, donc louées aux employés. Donc, après avoir réalisé l'étude, l'analyse du paysage urbain tel que conçu à l'époque par la compagnie, on a examiné brièvement quelle était la réalisation sur le terrain et quel était l'écart qui s'était produit entre le plan, comme je disais, qui était très ambitieux, et ce qu'on a fait. Évidemment, ce qu'on a fait s'avère être un peu plus modeste. C'est une ville d'une taille de beaucoup inférieure à ce qui était prévu. Il faut se rappeler qu'on avait mentionné que la ville pouvait accueillir 10 000 habitants, et le projet en a accueilli à peu près un peu moins que le tiers. Et on voit qu'il y a également un certain nombre d'ajustements importants qui ont été réalisés. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les contraintes de site étaient très importantes. Le site est bordé par le ruisseau Gordon et le lac Témiscamingue. Il y avait déjà en place un certain nombre d'infrastructures, dont le chemin Kipawa, qui existait avant que la compagnie désire entreprendre le projet de la ville. Et il y avait la topographie qui était très accidentée, c'est-à-dire que c'était un talus avec de très fortes pentes et avec un grand nombre de matériaux, de gros rochers, de gros affleurements rochers qui restreignaient ce qu'on pouvait faire sur le site. Ce qu'on constate essentiellement, c'est qu'en dehors de certaines routes qui existaient, dont le chemin Kipawa, il y a très peu de rues, ici elles sont indiquées en rouge, qui suivent le tracé originellement prévu sur le plan d'Adams. Donc, seuls les tronçons indiqués en rouge reprennent intégralement ce qu'on avait sur le plan d'origine. Autre élément qui a été maintenu, c'est la tranchée qui est ici, dans laquelle est parcourue par les conduites d'amener d'eau pour la centrale hydroélectrique, donc qui partent de la proximité du ruisseau Garden et mènent au bâtiment de mise en charge, le bâtiment relais, pour ensuite acheminer l'eau vers la centrale hydroélectrique. Pour le reste, les rues dont le tracé est repris ici en jaune, c'est des rues dont l'emplacement, la localisation et le tracé ne reprend qu'approximativement ce qui avait été prévu à l'origine. Donc, il y a des différences importantes. Elles sont notamment dues à la topographie. Ce qu'on constate, c'est que le tracé d'origine ne tenait pas suffisamment compte des réalités de terrain. Et il y a certains endroits où, pour toutes sortes de raisons, il était quasiment impossible de tracer la rue telle qu'on l'avait prévu. Donc, on a dû faire des ajustements sur le terrain. Il en reste pas moins que dans son ensemble, le tracé a conservé un caractère très attrayant, c'est très pittoresque, et certaines des propositions initiales, dont l'aménagement de petits espaces verts, de petits îlots de verdure, à même les résidus des espaces résidentiels, lesquels ont habituellement des formes triangulaires, il y en a un petit peu partout sur le plan, ça a été maintenu, et dans le tracé urbain, on trouve un certain nombre de ces petits espaces-là qui sont souvent des rocailles, mais à l'échelle de la ville et non pas à l'échelle des petites résidences privées. L'autre étape, la deuxième étape qui a été réalisée, ça a été de faire une analyse plus fine de la problématique sur le plan architectural. Donc, de faire un survol des éléments
qui font problème sur le terrain. Évidemment, d'entrée de jeu, ce qu'on peut constater, c'est que pour une bonne part, le patrimoine est victime un peu soit d'un manque d'entretien ou soit même de négligence dans certains cas. Le cas le plus évident demeure évidemment la gare, qui est le bâtiment, peut-être un des bâtiments les plus en vue, mais où c'est le plus évident qu'il y a eu une négligence très prolongée. C'est-à-dire que le manque de chauffage, l'absence d'entretien, le peu de soucis qu'on a eu de remplacer des matériaux détériorés, notamment dans les maçonneries sur la toiture, a fait que la dégradation est devenue relativement importante et menaçait même à court terme, si on n'était pas intervenu pour faire quelques réparations sur les toitures notamment, menaçait même l'intégrité du bâtiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est même la structure du bâtiment qui aurait été menacée. D'autres bâtiments, évidemment, sont victimes de leur caractère un petit peu trop industriel. C'est-à-dire que considérant que c'est des bâtiments à vocation industrielle ou strictement utilitaire, on se soucie peu de leur entretien et on se soucie peu de la façon dont on va les réparer, les agrandir, les modifier. Ce qui fait qu'on utilise à peu près n'importe quel matériau de n'importe quelle façon. Un autre cas qui illustre assez bien cet aspect-là, c'est la caserne d'incendie, où notamment on n'a qu'à observer l'ancienne tour de séchage des boyaux pour constater qu'il y a une multitude de briques qui ont éclaté, les joints de la maçonnerie sont ouverts à peu près partout, et il y a même des fenêtres qui sont absentes, c'est-à-dire qu'il y a des châssis complètement cassés, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il pleut ou qu'il neige, tout ça entre abondamment dans la tour, la dégrade de plus en plus, ce qui aura pour résultat qu'éventuellement des gens trouveront le moyen de dire on devrait la démolir, elle est trop abîmée. Or, c'est une négligence publique qui est difficilement justifiable dans le cas d'une propriété publique. D'autres éléments de problématique qui font problème, c'est le vieillissement normal d'un bâtiment dont toutes les caractéristiques ne répondaient pas nécessairement aux rigueurs climatiques qu'on connaît dans la région. Ça se vérifie évidemment au niveau des toitures. On voit ici des exemples où, à cause des problèmes de ventilation, des problèmes d'isolation des toitures, on a une détérioration très rapide et très caractéristique par formation de glace, notamment dans la partie inférieure des toitures, détérioration des bardeaux. On le voit à plusieurs endroits ici. On voit ici parce que ça a été remplacé par un autre bardeau, donc la différence de teinte est ici même à 3 degrés. Ici, on voit la présence de filets chauffants. Tout ça, c'est des indices absolument certains de problèmes de ventilation, de problèmes de chauffage et de problèmes d'isolation des toitures. Évidemment, ces bâtiments-là n'étaient pas conçus pour avoir une température intérieure de 70 degrés et pour connaître l'isolation de manière aussi importante qu'on la connaît aujourd'hui. D'où une détérioration beaucoup plus rapide aujourd'hui que ce qu'on a connu à l'époque de leur construction. Un autre problème qui affecte bon nombre de bâtiments, c'est le mauvais contrôle des eaux de ruissellement. Les eaux de ruissellement qui tombent sur les toitures, qui coulent le long des murs. Il y a très peu de gouttières sur les bâtiments. Il y a un très mauvais drainage, souvent en partie inférieure des murs, ce qui fait qu'on retrouve sur l'ensemble des parements des traces très caractéristiques, des parements qui sont beaucoup plus foncés, où là on peut lire des problèmes d'humidité qui sont beaucoup trop importantes, des problèmes de dégradation de la maçonnerie, ouverture des joints avec les cycles répétés de gel-dégel. Ça se retrouve également ici le long des toitures parce qu'encore une fois, on contrôle mal l'égouttement d'eau. Et ce qui s'ensuit, évidemment, c'est que non seulement il y a des taches qui apparaissent, mais ces taches-là sont accompagnées par une détérioration de plus en plus rapide des matériaux, les joints dans la maçonnerie, la brique elle-même qui finit par éclater, et d'autres endroits où on constate un degré très élevé de pourriture des boiseries, encore une fois dans des endroits non protégés, mal protégés. Ce problème-là de maçonnerie se retrouve également à d'autres endroits qui sont très vulnérables et dont on se soucie habituellement peu. Les souches de cheminée, dont on voit un très bel exemple ici d'une souche magnifique avec le renflement en partie supérieure. Et ce qu'on constate, c'est que non seulement la maçonnerie est très dégradée, en particulier la dalle de béton armé qui sert à couvrir la partie supérieure, mais on voit qu'il y a même de la végétation qui a commencé à prendre dans la souche. Elle est en train de se transformer en boîte à fleurs. Or, une souche de cheminée, c'est fait pour tout, sauf pour servir de boîte à fleurs. Évidemment, on peut soupçonner ici qu'elle est dans un très mauvais état. On en a des exemples ici un peu moins avancés. On en retrouve également d'autres indices de détérioration de la maçonnerie en partie inférieure des fenêtres, où souvent la linge qui est faite en briques, juxtaposées les unes aux côtés des autres, laisse à un moment donné passer l'eau d'infiltration et ça entre dans le parement de maçonnerie lui-même et avec les cycles répétés de gel-dégel ou les grands foies comme on les connaît présentement, il y a éclatement de la maçonnerie. Il y a évidemment d'autres éléments qui sont moins dus à un vieillissement normal ou à une espèce de négligence,
mais qui sont dues à des interventions qui ne sont pas toujours nécessairement les interventions les plus appropriées. La plus fréquente qu'on a rencontrée, et elle est en train de se généraliser, c'est le remplacement des fenêtres d'origine. On avait habituellement en rez-de-chaussée des fenêtres doubles, c'est-à-dire qu'on avait la même unité de base, qui est une fenêtre à guillotine, dont on voit le modèle ici à 3 châssis. Donc, on avait le même modèle à 2 ou à 3 châssis. Et pour notamment obtenir plus de lumière, on a tendance à remplacer ça par un seul grand châssis qui occupe tout le trou et même dans certains cas occupe un trou qu'on se donne la peine d'agrandir au préalable en découpant la maçonnerie. Or, ces fenêtres-là avaient des montants qui étaient structuraux, c'est-à-dire des montants entre les châssis qui supportaient notamment les parements au-dessus des ouvertures. Et ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des cas, il y a eu un affaissement subséquent au remplacement de la fenêtre dans la maçonnerie et cet affaissement-là s'est matérialisé par le bris de l'ensemble des joints qui a très souvent été très mal réparé, c'est-à-dire qu'on a habituellement rejointoyé de manière un peu sommaire, habituellement en se souciant un peu de colorer le mortier, parce que les anciens mortiers étaient colorés en noir ou en rouge. Donc, ne les colorant pas, on accentue encore plus la réparation qui indique des dommages. Donc, dans bien des cas, ce qu'on peut dire, c'est que le choix du châssis, qui est souvent guidé par un souci d'économie, on essaie d'avoir un châssis qui coûte un peu moins cher tout en donnant plus de lumière, a des conséquences qui ne sont pas bien mesurées. Et le besoin de réparer des surfaces de maçonnerie importantes endommagées se rajoute au coût initial de la transformation de la fenestration et évidemment indique que le choix initial n'a pas nécessairement été le plus heureux, sans compter qu'au plan esthétique, il n'est pas certain que ce soit une hausse de valeur de la propriété qui survienne suite à des interventions de ce genre-là. Il y a aussi d'autres interventions qui sont fâcheuses et qui sont peut-être les plus importantes en ce qui a trait à la banalisation quasi systématique du cadre bâti. C'est les interventions qui frôlent, dans certains cas, l'anarchie. C'est-à-dire qu'on a constaté que, suite à la cession des propriétés par la compagnie aux résidents, le règne du chacun pour soi s'est installé graduellement au cours des ans. Et en 30 ans, évidemment, ce règne-là du chacun pour soi finit par friser la caricature dans certains cas, la catastrophe dans d'autres. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une espèce de sentiment d'anarchie qui s'est installé. Et on le voit très bien dans le cas des bâtiments, où on a 2, 3, 4 unités de logement, et chacune est transformée selon les goûts de son propriétaire, sans aucun souci de la qualité architecturale de l'ensemble. Évidemment, dans certains cas, on se retrouve avec 3, 4, 5, 6 bardeaux d'asphalte de couleurs et de textures différentes sur la toiture, autant de parements sur les saillies que sont notamment les poches. On a transporté les portes des poches, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, tantôt on l'a maintenu à l'avant. Donc plusieurs transformations, mais sans aucun souci d'homogénéité. Ce qui fait que la hausse de valeur de la propriété qu'on croit suivre, qu'on croit être associée à des rénovations de ce type-là, avec utilisation abondante de matériaux au goût du jour qui ont habituellement la mauvaise idée de vieillir très vite et très rapidement de ne plus être au goût de personne, a un effet à la baisse sur la valeur de la propriété. C'est-à-dire qu'en soi, ça améliore peut-être un petit peu la valeur de la propriété, mais dans son ensemble, chaque unité trafiquée de cette façon-là finit par perdre de la valeur par rapport à une propriété équivalente qui aurait été bien entretenue, bien préservée, bien rénovée. Il y a vraiment une perte de valeur dans ce petit jeu-là et tout le monde y perd finalement. Les 4 copropriétaires d'un ensemble, ou les 3 ou les 2, finissent par perdre à ce jeu-là du traficage de la qualité architecturale de départ. Évidemment, ça ne vaut pas que pour des propriétés résidentielles. Ça vaut également dans certains cas de propriétés commerciales. On en a un très bel exemple dans l'ensemble où est localisée la Banque de Montréal et on va se déplacer de l'autre côté pour voir un peu en détail ce que ça donne. Ce qu'on constate, c'est qu'encore une fois, chaque propriétaire tente de moderniser, entre guillemets, sa propriété, avec pour résultat que la cohésion d'ensemble qu'on avait à l'origine pour faire de cet ensemble-là, qui a une forme en équerre, donc avec retour sur l'avenue Thorne, a perdu énormément de son cachet parce que chacun y a fait une intervention selon son goût, selon les modes du moment, sans aucun souci nécessairement d'une qualité en termes de vieillissement, notamment des matériaux. Il y a certains matériaux, certaines composantes qui vieillissent très mal. Et il y a certains raccourcis qui sont pris, notamment l'habillage ici en corniche, qui ne sont pas particulièrement des plus heureux. Il n'est pas certain qu'encore une fois, le bâtiment ait gagné à être recouvert d'une corniche de cette nature-là, qui ressemble plus à un support d'enseigne qu'à une véritable corniche. Une fois ce portrait-là tracé,
Ce qui importait, évidemment, c'était de voir comment est-ce qu'on doit aborder les interventions sur le cadre bâti ancien. Je reviendrai tout à l'heure aux mesures, à l'ensemble des mesures qui sont suggérées, qui sont recommandées. Il en reste pas moins que pour une trentaine de bâtiments ou d'ensemble dont il a été question au tout début de la présentation, ce qui a été fait, ça a été de faire un croquis qui reprend exactement le même angle de vue que le bâtiment et qui présente, qui suggère certaines modalités d'intervention sur le cadre bâti pour en améliorer l'apparence, pas nécessairement pour le ramener à son état d'origine. On ne cherchait pas obligatoirement à tout redonner, à redonner à ces bâtiments-là l'essentiel des caractéristiques de départ. On cherchait plus à respecter l'esprit d'origine dans lequel avaient été construits ces bâtiments-là. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on voit qu'il y a un ajout de corniche, notamment à la partie supérieure du bâtiment de coin. Réflexion du parement ici à l'étage pour donner un parement avec entablement et corniche qui respecte un peu mieux les caractéristiques de départ de l'architecture. Évidemment, ici, enlèvement de la fausse marquise en tôle, qui est une perte nette en ce qui a trait à la qualité architecturale de ce bâtiment-là. Cet esprit-là a animé l'ensemble des propositions qui ont été faites. Ces propositions-là ont été faites pour, comme je disais, une trentaine de bâtiments. Et essentiellement, ce qu'on retrouve sur l'ensemble des fiches, j'en présenterai très rapidement quelques-unes. Un petit plan de localisation où on voit en noir le bâtiment, l'identification du bâtiment ou de l'ensemble avec ses caractéristiques et les transformations qu'il a subies, une photo principale du bâtiment avec, dans certains cas, des détails supplémentaires qui permettent de comprendre un peu mieux la richesse et l'intérêt de l'architecture du bâtiment, et ensuite une série de recommandations dont les numéros renvoient aux numéros qui apparaissent sur un croquis du bâtiment. Donc ici, on voit le bâtiment tel qu'il devrait être si on voulait respecter l'esprit dans lequel il avait été conçu à l'origine. On peut en présenter un certain nombre d'autres ici, où on voit le même genre d'intervention qui vise notamment à mieux harmoniser l'ensemble des parements pour retrouver le caractère unitaire de la composition qu'on a perdu au gré des interventions. Donc, il y en a toute une série comme ça qui ont été faites, dont certains ne comportent que des indications mineures. Je vais vous en présenter quelques-uns, où au lieu de reprendre intégralement le bâtiment en croquis, on se contente tout simplement, dans les parties du bâtiment qui ont été le plus sérieusement altérées, de reprendre en dessin qui est appliqué sur la photographie même, de reprendre les éléments pour mieux les harmoniser avec le bâtiment et mieux respecter l'intégrité architecturale du bâtiment. Je vais présenter un. Ici, on a un autre exemple. Encore une fois, un bâtiment dont les deux moitiés ont été transformées sans harmonie. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est montrer quelle serait l'apparence du bâtiment, y compris avec ses ajouts plus récents. Ici, un garage qui a été fermé et traité de façon à mieux l'insérer dans l'ensemble de la composition. Donc, on a même tenu compte de certaines transformations subséquentes. Évidemment, dans certains cas, c'est beaucoup plus modeste comme recommandation. Il y a des bâtiments qui ont préservé l'essentiel de leurs caractéristiques architecturales, donc des bâtiments qui sont quasiment des modèles dont on pourrait s'inspirer et sur lesquels on s'est contenté de faire quelques suggestions, notamment sur l'entretien préventif pour éviter qu'éventuellement on ait à faire des transformations trop importantes. On en voit un autre exemple ici où on a fait quelques suggestions pour notamment les parties hautes, en ce qui a trait au parement, en ce qui a trait aux corniches, qu'on réouvre pour faire apparaître les extrémités des chevrons qui ont un rôle décoratif, et en ce qui a trait également à la fenestration pour retrouver une fenestration un peu plus conforme à la réalité. Évidemment, la sensibilisation peut également passer par l'offre d'un soutien technique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de municipalités qui ont compris que de mettre au bénéfice des citoyens qui sont dans un quartier ancien les services d'un professionnel qui peut les guider dans leurs interventions, ça peut favoriser la sensibilisation. Parce que ce qu'on constate souvent, c'est que les interventions ne sont pas faites de mauvaise foi. Les gens font ce qui leur paraît être le plus approprié. Le choix des matériaux est souvent dicté par soit l'entrepreneur, soit un fabricant de matériaux qui ne connaît pas nécessairement le bâtiment, qui ne connaît pas nécessairement les choix qui sortent dans le cas de rénovation. Et tout ça s'enchaîne pour finalement donner un résultat qui n'est pas toujours le plus souhaitable. Donc l'offre d'un soutien technique peut permettre justement d'éviter ces erreurs-là qui sont coûteuses pour tout le monde, autant pour la municipalité, pour l'ensemble du paysage que pour les intervenants. Comme je le soulignais dans le cas des fenêtres,
qui sont mal choisis à certains égards. Évidemment, ça a des répercussions parce que le bâtiment se détériore parce qu'on a choisi la mauvaise fenêtre. Et à cet égard-là, d'expliquer aux gens en quoi le support central doit être maintenu